Et voici l'épisode 4 de cette exploration de l'inconscient. Je vais aujourd'hui essayer de poursuivre dans le registre du symbolique comme trou, comme découpe plus exactement, découpe en mouvement, c'est-à-dire en fonction. C'est en cela que le symbolique est une fonction. Ce n'est pas un objet, donc. Un objet a une représentation, une fonction, elle fonctionne. Elle n'a pas de représentation. Si on la représente, parce qu'on peut la représenter, c'était l'objet de l'épisode 1, le symbole du sujet, qui est le sujet représente la fonction symbolique. Eh bien, cette fonction, si on la représente, au moment où on la représente, elle n'est plus fonction. Elle n'est plus fonctionnelle. Elle est devenue, elle aussi, une production de la fonction symbolique. Donc elle est capable de se représenter elle-même. Et lorsqu'elle est en fonction, elle n'est que coupure, elle n'est que trou. D'où le rapport avec la sexuation. C'est-à-dire le fait que d'un côté, il y a un phallus, de l'autre, il n'y en est pas. Et oh, c'est pas un peu sexiste ça, ce que tu dis là? Oui, si tu veux, si tu le prends au niveau de paroles d'adultes, au niveau de l'idéologie, au niveau de la conscience, à ce moment-là, oui, c'est sexiste. Mais les enfants sont comme ça. Pourquoi les enfants seraient-ils plus machistes que les adultes? Ben, ils sont comme ça parce qu'il suffit de les observer. Rentre dans une école maternelle et tu vas voir comment ça se passe quand l'école maternelle est mixte. J'ai suffisamment entendu d'institutrices. Non, mais ça, c'est ce qu'elle te raconte, mais et toi, comment tu le sais? Est-ce que ça suffit pour établir un savoir, ce qu'elle te raconte? Autrement, c'est dans mes rêves que j'ai appris ça, parce que dans mes rêves, j'ai des traces de ce que j'ai pensé quand j'étais enfant. Maintenant, je pense plus du tout comme ça, consciemment. Mais je sais que inconsciemment, il y a cette pensée-là, sexiste, complètement contradictoire avec ce que je pense dans la vie de tous les jours. Que pour les enfants, je le répète, c'est toujours ça qui est l'important de retenir, pas pour les adultes bien sûr, mais pour les enfants, cette différence sexuelle est toujours interprétée comme castration. Oui, non mais moi je pourrais dire, j'ai jamais eu la moindre notion dans ma tête de la castration. Et comme c'est une mutilation, c'est horrible et c'est refoulé immédiatement. C'est pour ça que souvent les adultes s'indignent quand on leur parle de castration. Ils disent mais non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Si, ça vous est venu à l'idée, mais quand vous étiez tout petit, et c'était tellement horrible que vous l'avez refoulé tout de suite. D'accord, c'est inconscient. C'est pour ça que ça reste au travail dans l'inconscient, et ça y reste toute la vie, quelles que soient les autres représentations qu'on a pu mettre à la place par-dessus, et qui sont nécessaires aussi pour pouvoir fonctionner dans la réalité. On ne fonctionne pas toujours dans l'imaginaire, même si l'imaginaire, lui, fonctionne toujours en dessous, dans l'inconscient. Donc le symbolique, je l'ai rapproché de la question de la sexuation. C'est pas seulement un rapprochement, je pense que c'est l'origine du symbolique. L'origine du symbolique tient à cela, au fait que l'être humain est divisé en deux, et que c'est interprété comme castration, qui est une notion inconsciente. Donc d'un côté, le symbolique, en tant que trou, en tant qu'il y a là quelque chose qui manque, ce manque, le manque comme tel, c'est ce qui pousse à chercher quelque chose qui remplisse ce manque, eh bien c'est cela, je dirais, la pulsion de vie de Freud, ou plus exactement, le désir, parce que je fais une belle distinction entre le désir et la pulsion. Bien qu'à ce niveau-là, ça soit difficile de faire la distinction, parce que si les enfants interprètent le sexe féminin comme une castration, c'est parce qu'ils ne voient pas quelque chose. En fait, il manque une représentation à mettre là.
S'il manque une représentation, c'est que nous sommes dans le réel. Une représentation vient tout de suite, celle d'un phallus, qui devrait être là. Mais il n'y est pas. Ce qui explique que pour les garçons, il est là, mais du coup, il pourrait ne pas y être. Donc c'est aussi angoissant pour les garçons que pour les filles. Sauf que l'angoisse n'a pas exactement la même coloration. Pour les unes, ça devient l'envie qu'il soit là, pour les filles. Pour les garçons, ça devient l'angoisse qu'il ne soit pas là. C'est donc une représentation qui vient immédiatement à la place d'un manque de représentation. Alors on peut difficilement dire un manque de représentation, parce que le manque, c'est le symbolique. Et ça suppose l'imaginaire, parce que dès qu'il y a un manque, si on imagine un manque, c'est justement parce qu'on imagine l'objet qui pourrait venir à la place. Et donc c'est pour ça que dans la sexuation, dès qu'on ne voit pas quelque chose, le phallus, eh bien on imagine qu'il pourrait y être. Mais de même, on imagine qu'il pourrait ne pas y être quand on l'y voit. C'est donc là la cohésion, la coessence, la coalescence du symbolique et de la sexuation, et donc de la libido. La libido, c'est le désir, c'est ce qui pousse à aller vers l'autre sexe. Je dis ce qui pousse, mais encore une fois, ce n'est pas ça une pulsion. Mais par contre, on peut appeler ça la libido, volontiers. Et donc la libido, c'est le symbolique. Parce que le symbolique, c'est le trou, c'est le manque. En tant que il faut quelque chose pour combler le manque. Voilà. Ce qu'une femme préférera éventuellement combler par un enfant, et que ensuite tous les manques qui sont ceux de la vie quotidienne, manquer de pain, manquer d'une nouvelle bagnole, manquer d'un partenaire, manquer d'enfants, manquer d'un nouveau costume, tout cela prend appui sur ce manque fondamental. Et c'est ça qui nous permet de fabriquer des représentations de ce qu'on imagine qui manque. C'est pour ça que l'imaginaire est toujours corrélé avec le symbolique. On ne peut pas imaginer l'imaginaire qui fonctionnerait sans le symbolique, ni le symbolique sans l'imaginaire. C'est absolument corollaire. On imagine ce qui manque. Sinon, c'est pas un manque. C'est juste un trou, une dépression, un vide, je ne sais pas comment l'appeler, enfin quelque chose qui n'appelle pas autre chose pour le remplir. Par contre, du côté du réel, c'est là où je mets plutôt la pulsion, parce que on ne peut pas dire que ça manque, mais il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation, et donc ça pousse à la représentation. Mais plus exactement, ça pousse à la destruction. La destruction de ce qui est là, ce qui peut être là. C'était comme ma surface jaune, que j'ai appelée le réel, comme surface de départ, comme ça, supposée, qui est perception, trace de perception, mais qui n'est pas encore encodée par le symbolique, c'est-à-dire ça n'a pas fait trou autour. Ça n'a pas fait trou autour, ça ne manque pas, donc ça ne représente pas, on ne se représente pas ce qui pourrait manquer, donc on ne peut pas parler de manque de représentation, on peut juste dire il n'y en a pas. Et encore le dit-on après coup, d'une manière théorique. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui pousse à la destruction, c'est-à-dire à la fabrication de ce trou, qui serait le symbolique, qui fabrique un trou d'un côté, une surface de l'autre, qui est la représentation, le trou étant le manque. Donc vous voyez que la fabrication d'une représentation est coextensive de l'idée qu'il manque quelque chose dans le trou qui a été fait par la représentation. Le fait même qu'il y ait de la représentation suppose que la représentation n'est pas la chose, qu'il y a un vide entre la représentation et la chose. C'est ce que Freud a très bien compris en mettant en place sa pulsion de mort. Il a mis en place sa pulsion de mort sur quoi ? Sur un constat pratique. C'est pas de la spéculation théorique. Il constate qu'avec sa théorie de la libido, qu'il avait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout est régi par le principe de plaisir, il y a des choses qui ne collent pas.
Par exemple, les rêves des traumatisés de guerre. Ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Le moment où ils ont été traumatisés, où ils ont pris un obus ou quelque chose comme ça. Alors, si tout est basé sur le principe de plaisir, pourquoi reviendrait-il tout le temps quelque chose qui ne fait pas plaisir? La deuxième chose qui a interpellé Freud, c'est les échecs thérapeutiques. Ben oui, il y a des analyses qui ne marchent pas. Parfois, ça arrive. Mais alors pourquoi, si on vient là justement pour essayer de, en quelque sorte, guérir le principe de plaisir, se retrouver dans un mouvement où on se fait plaisir, pourquoi est-ce qu'on continue à se faire mal? Avec une difficulté qui revient, une difficulté récurrente, que certains appellent symptômes, mais que je préfère pas appeler symptômes, parce que symptômes, ça reste dans le cadre de la médecine, et la psychanalyse, c'est tout à fait autre chose. Bref, il y a des difficultés récurrentes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, et qui ne se résolvent pas. La troisième chose qui interpelle Freud, c'est le jeu des enfants, le fameux Fort Da. Il remarque chez son petit-fils qu'il jette souvent des objets de façon à ce que les objets soient hors de sa vue. Il les jette sous des meubles, il les jette dans une autre pièce, il les fait passer par-dessus son berceau. Alors, si l'objet représente la maman, se dit Freud, mais même s'il ne représente pas la maman, si un objet c'est un jouet, par exemple, ce jouet fait plaisir, parce qu'on a envie de jouer avec, pourquoi est-ce qu'on le jette au loin? Quel plaisir y a-t-il à cela? Et s'il représente la maman, c'est encore pire. Si c'est la maman qui fait plaisir, pourquoi alors la jette-t-on au loin sous la forme d'un objet qui la représente? C'est une représentation. Eh bien, Freud a l'explication le jour où il voit son petit-fils jouer avec une bobine qui est retenue par un fil, il la jette par-dessus le bord de son berceau où il ne la voit plus, et ensuite il la fait remonter, et alors à ce moment-là, il la voit à nouveau. Et il dit « Oh !» lorsque il jette la bobine de façon à ne plus la voir, « Oh !» abréviation de forte, c'est-à-dire loin. Et ensuite, quand il la fait revenir, il dit « Da », mais « da » avec une expression de joie, c'est le plaisir. Effectivement, le plaisir revient quand l'objet revient. Donc « da », « da », « ah », il fait « ah », « da », ça veut dire « là », l'objet est là. Donc entre le loin et le près, entre le fort et le da, il y a un trou. Et le trou, en fait, c'est le trou de l'absence. Lorsque l'objet est envoyé au loin, lorsque l'objet est caché, voire même cassé. Parce que d'autres enfants, j'en ai côtoyé énormément quand je travaillais en CNPP, d'autres enfants n'hésitent pas à casser ou à passer les objets par la fenêtre, mais tous les objets qui leur tombent sous la main. Et où est l'autre morceau du jeu qui serait le morceau qui fait le plus de plaisir, c'est-à-dire celui qui consisterait à ramener ensuite l'objet, parce qu'on pourrait comprendre après tout qu'on se procure un déplaisir, mais un déplaisir temporaire, pour ensuite avoir le plaisir de retrouver l'objet perdu ou cassé. Eh bien non, Freud constate que l'essentiel du jeu, c'est jeter au loin, cacher, casser. C'est ce que j'ai constaté aussi en travaillant avec des enfants. Quand ils envoient les objets par la fenêtre, ils n'ont pas du tout la moindre idée d'aller les récupérer en bas. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Non, non, ils cherchent un autre objet à jeter par la fenêtre. Ceci arrive, c'est des enfants qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Eh bien, l'explication que donne Freud, c'est là où il invente la pulsion de mort. Et cette pulsion de mort, elle est souvent rejetée par un certain nombre d'analystes qui n'y croient pas, disent-ils. Soit elle est mal vue, elle est vue comme quelque chose de destructeur, et comme tout ce qui est destructeur, on n'aime pas ça. Bon, et pourtant, quand on regarde l'activité humaine, il faut bien s'apercevoir qu'elle est autant destructrice que constructrice. Les guerres, les assassinats, tout ce qu'on veut. Eh bien, tout cela, c'est effectivement cette tentative de fabriquer de la représentation,
comme je vous ai présenté le réel, c'est quelque chose de compact. Il n'y a pas de trou dedans. Il n'y a pas de représentation. Alors, c'est pas que c'est angoissant, puisque pour qu'il y ait angoisse, il faut qu'il y ait manque. J'ai peur de manquer. Mais il y a quelque chose qui pousse à faire du trou dedans pour pouvoir avoir une représentation de cette chose. Alors Freud dit, quand l'enfant envoie l'objet au loin, si c'est sa mère qui l'envoie au loin, c'est une façon de maîtriser ses départs, parce que l'enfant n'aime pas que sa mère s'en aille. Mais si c'est lui qui jette la mère, sous la forme d'un objet, eh bien, il se récupère un symbole du sujet, comme je l'avais décrit dans l'épisode 1. C'est-à-dire que c'est lui qui produit cette chose qui fait du déplaisir, une image de la fonction symbolique. Donc la fonction symbolique, c'est la pulsion de mort, celle qui tente de se représenter ce qui n'est pas représentable, c'est-à-dire le déplaisir de la perte de la mère, de l'absence de la mère. Parce que je crois que pour le petit enfant, l'absence de sa mère est tout aussi incompréhensible que l'absence d'un phallus sur un ventre féminin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de représentation. Et donc il faut trouver une représentation. Donc pour la différence sexuelle, ça sera la castration. Et pour la mère, aussi quelque chose de semblable à la castration, mais avec cette différence, c'est que je suis le phallus de la mère. Je la jette au loin, je provoque la castration de la mère, et ça me met au monde comme phallus, c'est-à-dire ce qui peut être investi de libido par la mère, mais en même temps comme moi-même, c'est-à-dire celui qui peut décider de l'absence de la mère, c'est-à-dire celui qui est la fonction, non pas objet, mais fonction, celui qui récupère la maîtrise. Et bon, on pourrait dire que toute guerre s'explique de cette façon-là, outre l'histoire, la politique et tout ce que vous voulez. La guerre, c'est je ne comprends pas l'autre, c'est incompréhensible. Soit sa religion, soit sa façon de vouloir un morceau de mon territoire, enfin n'importe quoi, mais c'est incompréhensible. Donc je détruis ce qui me semble incompréhensible. L'idée derrière, c'est que je vais arriver à comprendre en détruisant. Je détruis ce qui est incompréhensible, mais du coup il ne va plus rester que ce qui est à comprendre, que ce qui est compréhensible. Ou j'aurais fait avec de la destruction une représentation, mais qui me convient, que j'aurais fait moi. Ce n'est pas l'autre qui me l'aura imposé, c'est moi. J'aurais été fonction, et c'est comme ça que je me mets au monde comme sujet. D'où, encore une fois, la pulsion de mort, c'est comme le trou, ou plus exactement la découpe en mouvement, et c'est comme le symbolique. Je dis c'est comme, mais je devrais dire c'est le symbolique. Ce n'est pas autre chose, le symbolique. C'est ça. Vous voyez, donc le symbolique, il est nourri de plusieurs choses. Il est nourri de trous en mouvement, en tant que c'est le manque, la castration, côté libido, et que c'est le manque de représentation, ou plutôt le il n'y a pas de représentation, côté réel. Et il est nourri aussi de ce que j'ai appelé l'articulation, dans l'épisode 2. L'articulation, c'est-à-dire la représentation qu'on aura découpée, elle est aussi articulée avec toutes les autres représentations. Si je parle d'un chat, ça veut dire que ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chameau, ce n'est pas un éléphant, ce n'est pas un homme. C'est toute cette négation dont j'ai parlé dans un des épisodes précédents, qui articule les représentations les unes aux autres. Tu oublies l'articulation positive, c'est-à-dire les synonymes. Qu'un chien, c'est un canidé, c'est un animal, c'est un humain, c'est un être parlant, etc. Il n'y a pas que l'articulation négative. Et de même, eh bien,
Un phallus n'est pas un sexe féminin, c'est là où ça se corrèle avec la question de la libido, et une représentation n'est pas le réel, elle est la réalité du coup. Elle nous permet de construire une réalité qui nous convient. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, quand une réalité ne nous convient pas, eh bien on la détruit pour essayer d'en faire quelque chose qui nous convient. C'est le symbolique à l'œuvre, c'est son œuvre, c'est son aspect destructif. Eh bien, ça arrive tout le temps. C'est pas seulement les enfants qui jouent aux Forda, c'est aussi les grands, quand ils font les guerres, mais aussi, je sais pas, quand ils sont un peu éméchés à la sortie d'une boîte de nuit, toi t'as regardé ma bonne femme, je vais te flanquer mon poing dans la gueule, parce que c'est incompréhensible ce truc-là. C'est pas possible. Donc on va éliminer ce qui est de l'ordre de l'irreprésentable pour le ramener à du représentable. Et bon, si on n'est pas belliqueux ni violent, c'est mon cas, eh bien ça revient dans les rêves. Je pense à un rêve en particulier que j'ai fait il y a quelque temps, où je voyais New York devant moi, et il était question, je ne sais pas comment, de ce que New York allait être détruit par une bombe atomique. Mais je savais en même temps très bien que ce que je voyais devant moi, c'était une maquette de New York. Et que ça, c'était certainement pas une bombe atomique qui allait le détruire, mais peut-être une grenade d'appartement ou quelque chose comme ça, sachant que tout cela était filmé. Donc la question était posée là. C'est-à-dire que c'est pas New York comme réalité que je voyais. Je savais dans mon rêve que c'était une représentation de New York en 3D. Et que malgré tout, bien que c'était une représentation, eh bien, il fallait la faire péter pour que je fabrique ma nouvelle représentation à partir de cette représentation. Comme quoi, quand on a fabriqué des représentations, ça ne suffit pas toujours. J'en ai rien à faire de New York, ni de la représentation de New York. J'ai rien à faire là-bas. J'ai pas spécialement d'amour ni de haine pour cette ville. C'est juste que il y a eu dans cette ville, il y a une quinzaine d'années, il y a eu 16 ans, 2 tours qui ont été détruites, complètement. Et j'ai pris appui là-dessus, et c'est pour ça que c'est New York qui apparaît dans mon rêve, c'est tout. Ça aurait pu bien être aussi Alep ou je ne sais quelle ville du Moyen-Orient actuellement détruite. Mais mon rêve a choisi ça. Voilà. Et ça se combine avec toute une série d'autres rêves que j'ai pu avoir, où je rêve que je suis au cinéma, ou que je suis au théâtre. Et je sais très bien que donc ce que je vois est déjà une représentation. Mais souvent, dans ce que je vois au cinéma ou à théâtre, il y a des actions violentes qui se passent. Et ça va toujours dans le même sens. C'est ce qu'il s'agit de détruire la représentation qui, quelque part, m'est imposée par la perception, parce que je ne peux rien faire. Quand j'ouvre les yeux, je vois ce que je vois, ou j'entends ce que j'entends. Et si ça ne me convient pas, eh bien, il faut le détruire afin de faire monter sur scène, représentation. En allemand, il y a 2 mots, mais ça revient au même. Il y a Vorstellung pour dire la représentation, 2 mots ou 2 choses, et puis la Darstellung qui est la représentation théâtrale. Eh bien, de toute façon, il faut faire des Darstellung pour fabriquer des Vorstellung. En français, même mot, mais vous voyez, c'est le processus. Il y a le processus de représentation, de mise sur scène, et il y a le produit qui est la représentation comme telle. Voilà pourquoi le symbolique, c'est à la fois le manque, l'articulation des représentations les unes aux autres, et le pas de représentation. Tout cela contribue à faire du tout. Et donc,
du symbolique, et donc de la représentation, et donc un symbole du sujet, de la fonction qui fait le trou, qui fait la découpe, qui fait la représentation, le sujet. Alors, ça, ce qui opère une première découpe dans le réel, c'est la pulsion. La pulsion de mort. Et la pulsion de mort, ça fait des trous. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est destructif. Mais en même temps, ça fait une représentation. Et puis ensuite, vient s'y adjoindre le désir. Le désir, c'est ça. C'est que dans la représentation qu'on obtient, eh bien, il y a toujours quelque chose qui manque. Ce quelque chose qui manque, à la base, c'est le phallus. Et ça, c'est la castration. Ça, c'est le masculin et ça, c'est le féminin. Et toutes les représentations seront ensuite sur le modèle, sur ce modèle. C'est-à-dire que dans toute représentation, il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque, c'est ce qui permet de faire le lien avec toutes les autres représentations, ce que j'ai appelé l'articulation, et en même temps à la libido, parce que on va toujours être à courir à essayer de réunir ces deux machins qui ne se réunissent plus jamais, c'est-à-dire le phallus et le féminin, d'où le désir sexuel d'un côté comme de l'autre. Quoique sur cette représentation-là, à partir du moment où elle est détachée, on peut mettre phallus, mais on peut mettre enfant, ou on peut écrire ce qui nous manque. Nouvelle bagnole, nouvelle habitation, nouvelle femme, autre enfant, nouvelle peinture.